Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Géringent, qui est le directeur technique de Aerogliss. C'est une école de parapente qui est située à Saint-André. Bonjour. Bonjour, je suis très content de vous accueillir. Et moi, je suis très heureux d'être en votre compagnie, donc je suis avec un passionné. Voilà, avant tout. Alors, c'est quoi un directeur technique ? Alors, le directeur technique d'une école de parapente, c'est tout simplement le moniteur sur lequel reposent des responsabilités, je dirais, pédagogiques, les choix, les décisions, est-ce que les conditions sont bonnes à voler, quel matériel on va utiliser, voilà, tout l'aspect technique des écoles. Il y en a un par école, donc pour Aerogliss, c'est moi qui suis dans cette fonction. Alors, vous avez un sacré passé au niveau sportif, notamment dans la discipline, que ce soit en deltaplane ou en parapente. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre vécu ? Tout à fait. Donc, moi, ça fait très longtemps que je vole. Vous avez commencé comment ? Alors, très simplement, j'avais 17 ans et un camarade qui rentrait des États-Unis avait dans ses bagages un delta de l'époque qui était un delta extrêmement basique, triangulaire, qui s'appelait un Rogallo. Et quand j'ai vu cette machine dépliée, posée sur le sol, ça a été très simple. Je me suis dit que j'allais voler en delta, que cette machine a été faite pour moi. Voilà. Donc j'ai appris à voler en delta et ça m'a beaucoup plu. J'ai très vite progressé et rapidement, j'ai fait des compétitions nationales et internationales. Et c'est une discipline qui m'a beaucoup apporté. Jusqu'à une certaine époque où j'ai commencé à m'intéresser au parapente par curiosité au début. Parce que la machine me paraissait tellement épurée qu'elle ouvrait des portes qu'on n'avait pas en delta. Par exemple, voler en montagne, la possibilité d'avoir une voile dans un sac à dos, tout simple, très léger. Et cette discipline, finalement, m'a accaparé complètement. Et malgré que je sois moniteur d'état de delta à l'origine, j'ai laissé cette activité de côté pour me consacrer au parapente depuis les années 85-86. Alors, comment en êtes-vous arrivé à venir jusqu'à Saint-André-les-Alpes ? Alors, familialement déjà, ma famille est originaire en partie de l'Ubaye, donc c'est à côté, ça c'est simple. Et puis quand j'étais jeune, mes parents on avait la chance d'avoir une jolie maison à Beauvezet, donc juste à côté de Saint-André. Et donc très tôt, j'ai pratiqué le delta dans la vallée, à partir de 77. Donc j'ai volé sur les différents sommets de la vallée, tout simplement, pour me faire la main. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître les possibilités et les intérêts particuliers de cette région pour cette activité et qui en a fait mon métier. Alors le parapente, c'est une discipline qui a vu le jour comment au niveau mondial ou même au niveau national ? Alors c'est amusant parce qu'on rejoint là les autres sports de nature un petit peu particuliers. En ce sens que c'est en France qu'est né le parapente et c'est en France qu'est le berceau de beaucoup de sports de nature comme ça un petit peu particuliers. C'est peut-être l'esprit français, c'est peut-être la liberté aussi de pratiquer, c'est peut-être aussi les spots de pratique qui provoquent cette situation, mais toujours est-il que le parapente est né en France par tout simplement des parachutistes qui avaient vite compris qu'il y avait une possibilité de voler avec des voiles de parachute à partir des sommets de montagne et que ça ouvrait vraiment des possibilités, d'abord en termes d'entraînement, parce que c'était beaucoup moins coûteux que de prendre l'avion, mais également en termes de plaisir. Et le parapente est né sous l'appellation paralpinisme, donc parachute de pente. C'est très amusant parce que les performances à l'époque ne nous permettaient pas d'aller très loin. C'était des appareils qui avaient en gros entre 2 et 3 de finesse, c'est-à-dire que pour 100 mètres de hauteur d'envol, on allait à 2 ou 300 mètres. Donc on n'allait pas très loin. C'était vraiment assez ridicule. Mais qui c'est qui est le pionnier de cette discipline ? Comment elle est née cette discipline finalement ? Parce que c'est particulier, on a un parachute, on est peut-être plus rassuré que là de voler avec un bout de voile. Alors tout à fait. C'est très particulier. Donc c'était des parachutistes qui avaient déjà l'habitude, comme ça, en saut d'avion, d'être accrochés avec des voiles très rudimentaires, des petites surfaces et très simples. Et quand ils ont essayé sur les pentes en montagne, ils se sont aperçus que finalement, ça volait pas si mal que ça. Et qu'en améliorant un petit peu l'allongement, c'est-à-dire la taille en envergure de la voile, en travaillant un petit peu sur le profil de la voile, en travaillant sur le suspentage, sur le harnais, on améliorait très vite les performances.
Et ça a été, je dirais, une longueur d'avance par rapport à tous les autres pays qui se sont mis après dans cette discipline. Et cette longueur d'avance, on la conserve encore en France. Alors, donc là, on parlait tout à l'heure du site de Saint-André, qui est un site très très particulier. Déjà, quand est-ce qu'il a été découvert, ce site, en quelque sorte? Quand est-ce qu'il est devenu officiel en tant que site? Alors, ça s'est passé en 2 temps. D'abord, on avait un camarade qui venait de Suisse, qui était originaire de Lamur, ici, Lamur-Argent, et qui volait en delta, en Suisse. Et je le connaissais pour d'autres raisons, parce qu'on pêchait tous les deux, donc on se voyait souvent. C'est particulier. Voilà, tout à fait. Et donc, on avait des affinités. Et un jour, il vient me voir à Beauvais et il me dit, François, je crois qu'il y a un super spot, il faudrait que tu ailles voir, tu as un peu l'habitude, à Saint-André. Donc lui, il avait déjà fait un vol en delta, du sommet de la crête de Chalvet, mais dans des conditions un peu je dirais, engagées, parce qu'il n'y avait pas vraiment de décollage, c'était entre les arbres, tout ça. Donc il avait déjà un peu testé l'aérologie. Et moi, en partant de Thorame, l'endroit où on volait régulièrement, j'avais déjà survolé en delta cette zone. Et j'avais trouvé que les conditions de vent étaient toujours très favorables. Donc c'était très simple, en fait, on est monté tester l'aérologie de cette montagne, et on s'est aperçu qu'en fait c'était très favorable. Il y avait une piste d'accès, une crête qui était bien exposée, et au niveau atterrissage, une vallée assez accueillante avec une particularité, c'est un profil très plat et très ouvert, qui pour nous est important parce que ça nous permet d'avoir des terrains qui sont accessibles au niveau aérologique parlant, et qui ne posent pas de problème de sécurité. Donc c'était il y a longtemps, en 79-80. Et à partir de 81, j'ai décidé d'aménager le site et déjà de partir sur des bases saines, c'est-à-dire demander les autorisations à la commune, à l'Office national des forêts qui était propriétaire du décollage, et à des privés pour l'atterrissage. Donc on est parti à cette époque dans l'aventure de créer un site de vol libre. Et donc il a vu le jour officiellement à quelle date à peu près? En 82, il y avait déjà un site qui était référencé comme site de vol libre avec une activité professionnelle sur le site pour apprendre aux gens à voler. Il y a aussi une particularité, c'est par rapport à la qualité du site finalement. Tout à fait, alors c'est un peu spécial. Là on rentre dans des données un petit peu techniques. Pour qu'on vole, il faut bien sûr un point d'envol, c'est-à-dire une hauteur suffisante. Bon, là on a une montagne qui est à 1500 mètres de hauteur pour le point d'envol, qui est, je dirais, entre 600 et 700 mètres du fond de la vallée. Donc c'est déjà une hauteur confortable. Mais si on veut faire des vols performants, il faut qu'il y ait des ascendances. Et pour ça, il faut que l'exposition générale de la pente par rapport au soleil soit favorable. Il faut que la qualité de l'air ambiant également soit favorable, c'est-à-dire que la qualité de l'air ambiant puisse au thermique donner la possibilité qu'il monte très haut. Et ça, c'est une particularité de la vallée du Verdon, contrairement à d'autres vallées qui sont plus à l'ouest ou plus à l'est, ça fonctionne moins bien dans les autres vallées. Et ça nous permet couramment d'atteindre des altitudes entre 3000 et 3500 mètres de hauteur. Donc quand on monte très haut, ça nous permet ensuite, en glissant, selon notre performance de matériel, de glisser jusqu'à l'autre ascendance qui peut être distante de 10, 15, 20 km. Et ça, c'est vraiment la qualité du site qui permet comme ça de réaliser des vols très longs, donc d'aller très loin. Alors justement, en parlant d'aller très très loin, tout à l'heure, hors micro, nous avions parlé de certaines personnes qui étaient allées justement à des distances incroyables. Alors vous m'aviez dit en Suisse, on avait pu aller jusqu'à Briançon, c'est finalement incroyable, en partant de Saint-André-les-Alpes, on peut aller vraiment n'importe où en volant. Tout à fait. Bon, il faut savoir, il faut connaître, et il faut être bien sûr être un pilote très expérimenté. Mais cependant, les possibilités sont absolument immenses, puisqu'en partant de Saint-André, on a déjà rayonné absolument dans toutes les directions, très loin du site. Pour vous situer un petit peu les possibilités, de Saint-André, certains pilotes sont déjà allés jusqu'au nord des Alpes, jusqu'à la frontière suisse, voire même un petit peu plus loin. Il y a des pilotes qui ont déjà dépassé bien sûr Briançon, le long de la frontière italienne, qui sont allés à Briançon et qui sont revenus quasiment à Saint-André. Et couramment, les vols en triangle, c'est-à-dire les vols qui, au départ de Saint-André, prennent des points de contournement, donc qui peuvent être très bien d'ici Sisteron, par exemple. Sisteron, on peut remonter jusqu'à Embrun et revenir ensuite à Saint-André-les-Alpes. C'est des vols qui font, je dirais, un beau vol de crosse, c'est 100 km à vol d'oiseau, mais ça peut aller jusqu'à
250, voire 300 km en distance libre. Alors vous, votre plus grande distance que vous ayez parcourue? Alors moi, quand je volais déjà à l'époque en compétition, on se satisfaisait de vols qui faisaient autour de 100 km. On considérait que c'était déjà des très belles performances pour les machines de l'époque. C'était des vols qui représentaient à peu près 5-6 heures de vol. Avec les machines modernes, qui ont plus de performances et qui ont un potentiel de vol plus important parce qu'elles volent plus vite, les beaux vols, c'est des vols à partir de 120, 140 km. C'est déjà des très beaux vols. Mais les vols des champions, c'est plus de 200 km. Est-ce que c'est éprouvant physiquement de voler longtemps? Alors, au niveau fatigue physique, peu. Mais on a une grande tension au niveau concentration parce que ça demande sans arrêt de faire des choix en vol. Et ça, on vole pas en étant dans notre sellette en train de penser à autre chose. On est tout le temps concentré sur les choix tactiques, sur le pilotage de la voile. Et je dirais que c'est plus cette tension et cette concentration qui en fait fatigue le pilote que la fatigue physique. Après, il faut quand même être capable de rester 5, 6, 7 heures, des fois 8 heures, des fois 10 heures de vol dans une sellette. C'est quand même pas hyper confortable. Ça nécessite bien sûr de boire pendant ces vols-là. Donc si on boit, il faut aussi éliminer. Donc c'est un petit peu compliqué en vol, mais ça se fait. Et tout ça, je dirais que ça fait partie d'une logistique obligatoire pour les pilotes qui ont l'ambition d'aller très loin. Alors les très longs vols, est-ce qu'on peut en faire on peut faire des très longs vols à deux? Tout à fait. Le matériel de parapente biplace a une particularité, c'est qu'il est extrêmement accessible. Alors, il faut des formations qualifiantes pour ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas pilote biplace comme ça. Il faut donc se former et avoir un brevet de pilote biplace. Bon, ceci, c'est la fédération qui s'en occupe. Nous, ici à Saint-André, on est formateurs pour ce genre de formation. Et beaucoup de pilotes monoplace, quand ils atteignent un certain niveau de pratique, s'orientent vers la pratique du biplace. Et c'est une façon extraordinaire, propre à notre activité, de faire partager ainsi notre plaisir de voler à un passager. C'est relativement, je dirais, accessible pour un bon pilote. Et surtout, les machines volent très très bien. Et il est possible en biplace de faire exactement les mêmes vols qu'en monoplace. Alors finalement, donc on peut passer des formations pour pouvoir voler tout seul. Est-ce que c'est un sport qui demande beaucoup de moyens financiers? Pas tant que ça, parce que le principal investissement, c'est la formation de base, c'est-à-dire les premiers stages. Il faut considérer qu'il est raisonnable de faire à peu près 3 stages d'une semaine, 3 à 4 stages. Donc c'est des stages qui coûtent 500 € la semaine pour l'activité. C'est à peu près le standard des écoles françaises. Alors en France, c'est un sport qui est quand même bien organisé, parce que les écoles qui enseignent donc le parapente sont dans la grande majorité des cas des écoles qui dépendent de la Fédération française de vol libre. Et la Fédération française de vol libre, par délégation du ministère de Jeunesse et des Sports et de la cohésion sociale, donc peut délivrer des diplômes, des brevets de vol, et qui permettent donc aux pilotes comme ça de se situer dans leur pratique. Donc une semaine de vol, on commence à volter. 2 semaines, on peut passer déjà le brevet initial qui vous permet de voler autonome sur un site connu. 3-4 semaines de pratique, on va déjà commencer à regarder vers le brevet de pilote total. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, ça vous donnera la liberté de voler sur tous les sites qui sont ouverts aux pilotes en France. Alors combien de temps on a besoin au niveau pratique en règle générale pour arriver à être complètement autonome, à même planifier ses propres vols? Je dirais que c'est raisonnable pour un gars qui s'investit vraiment. Au bout de 3-4 semaines de vol, il est capable déjà de faire une analyse aérologique, c'est-à-dire tenir compte de l'évolution des conditions de vent dans la période dans laquelle il va voler. Donc il ne va pas se tromper. Il va être capable au décollage de dire, voilà, je vais décoller à telle heure, je vais aller dans telle direction pour me poser à tel endroit. Il sera capable. Ce qui est quand même un gros déjà travail, parce que ça veut dire qu'il a déjà assimilé beaucoup de paramètres différents. Par exemple, le vent météo, l'activité de brise, les thermiques. Mais l'analyse se fait depuis le sol d'abord? Est-ce qu'il y a une première analyse depuis le sol et ensuite une analyse en vol? Alors, il y a toujours une analyse déjà qui est totalement, je dirais, théorique par rapport à différents sites météo qui nous proposent donc leurs prévisions. Donc ça, c'est déjà en soi un vrai travail, parce que on peut le survoler, mais on peut aussi affiner ces données, et c'est très intéressant. Donc déjà, ça nous donne une idée
de comment va se dérouler la journée. Ensuite, au décollage, on va avoir de nouveau des informations qui là seront propres à l'environnement de ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on pourra faire une analyse aérologique. Et ensuite, pendant le vol, s'il y a une évolution des conditions, on est encore capable d'interpréter cette évolution. Donc ça, je dirais que c'est la principale difficulté du vol libre, c'est interpréter finalement l'évolution des conditions aérologiques dans un domaine qui est finalement pas très visible. C'est assez futile et c'est souvent des indications, des informations qu'au début on n'a pas tellement l'habitude d'observer et qu'on apprend petit à petit dans son expérience de pilote à interpréter et à analyser. Alors, une question qui me trotte, c'est finalement, c'est quoi la différence entre le deltaplane et le parapente? Est-ce qu'on peut faire des temps est-ce qu'on peut voler aussi longtemps en deltaplane? Est-ce qu'on peut faire des aussi longues distances? Alors, les deux machines, de toute façon, utilisent les mêmes conditions de vol. Le deltaplane, c'est, je dirais, l'origine du vol libre. On a commencé par voler en delta. Et le parapente est apparu à peu près une dizaine d'années plus tard. Le Delta 75 à peu près, l'apparition du Delta en France, le parapente 85, le parapente sous sa forme moderne. Donc c'est tout simplement des machines différentes, mais qui volent dans les mêmes conditions. Et en termes de performance, c'est pas très éloigné l'une de l'autre. Le Delta vole un petit peu plus vite, avec des finesses un petit peu meilleures, parce qu'il y a moins de traînées. Les pilotes sont dans une position qui permet vraiment de pénétrer dans l'air de façon plus optimum. Mais le parapente a beaucoup progressé et rejoint maintenant le Delta en termes de performance. Et je dirais qu'il commence à mordre un petit peu sur les plates-bandes du Delta en termes de performance. Plus le temps passe, finalement, plus il est préférable de faire du parapente que du deltaplane. Alors, c'est pas une question de préférence, c'est une question de choix technique, je dirais. Le parapente est plus accessible rapidement pour se faire plaisir. Le delta est différent en termes de pilotage. Le pilotage d'un delta, ça se fait par déport du centre de gravité, c'est-à-dire que le pilote est accroché à son delta et il va se déplacer droite, gauche, avant, arrière, et c'est ce qui va modifier en fait la position de l'appareil en l'air et va donc initier le virage, l'accélération, etc. En parapente, c'est différent. On a des manettes. On a donc des poignées qui permettent d'accéder directement par une ligne sur le bord de fuite de l'appareil et d'agir en freinant un côté ou l'autre de l'appareil. Et ça va nous permettre de piloter de façon très différente. Et communément, on compare le pilotage d'un parapente comme si on avait au bout des doigts et qu'on tenait notre voile et qu'on sentait la masse d'air. En parapente, c'est très sensitif. Vraiment, on a la sensation de vraiment évoluer dans la masse d'air en vraiment glissant dedans. En delta, c'est un petit peu différent. La position est différente, les sensations sont différentes, mais les deux machines, de toute façon, ont leurs adeptes et les deux machines ont un intérêt. Alors finalement, on pourrait même nous dire que le deltaplane, c'est un vol peut-être un petit peu plus sportif ou compétitif, que le parapente, c'est plutôt un vol loisir. Un petit peu. Je dirais que les pilotes de Delta, très souvent, ont des ambitions qui sont différentes. Ils ont choisi une machine plus exigeante, mais qui peut leur amener un peu plus de performance et un peu plus de satisfaction, je dirais, plus d'ordre intellectuel dans le sens de bien optimiser le potentiel aérologique d'une journée, de vraiment aller un petit peu plus loin. Le parapente permet ça aussi, mais ça concerne une marge de pilote seulement. Mais le gros des pilotes de parapente sont des pilotes de loisirs qui vont prendre un parapente pour descendre une montagne, s'amuser entre copains, faire un vol le week-end, aller en montagne, descendre en volant, etc. Le décollage se fait de la même manière en deltaplane ? Ouais. Le principe de base, c'est toujours le même, c'est atteindre sa vitesse de vol. D'accord. Donc la machine statique au sol, elle ne vole pas, elle n'a pas de vitesse. Le pilote va donc, par sa course, amener la machine en état de voler. Donc en delta, il faut courir assez vite, parce que la machine demande une vitesse un peu supérieure au parapente, de l'ordre de 20-25 km/h. En parapente, ça va décoller entre 15 et 20 km/h. L'atterrissage est plus confortable en parapente quand même ? C'est pareil, c'est une question de technique. Donc quand on s'est posé en delta, c'est facile. Quand on s'est posé en parapente, c'est facile. D'accord. Alors, je regardais finalement, vous conseillez les vols à partir de 4 ans. Qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant à partir de 4 ans ? Est-ce qu'il y a une importance à cet âge-là pour commencer ? Alors c'est intéressant comme question parce que souvent les parents, ils voient que finalement c'est une activité sérieuse pratiquée par des professionnels, donc ils n'ont pas de souci pour confier leurs enfants, même tout petits, à des personnes qualifiées pour voler en biplace pro. Cependant, un gamin vraiment petit, je dirais de 2-3 ans,
n'aura peut-être pas la conscience de ce qu'il fait exactement. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il va rigoler en l'air, mais il va rigoler comme s'il était sous un manège. D'accord. Alors qu'à partir de 4-5 ans, déjà, l'enfant a une autre façon d'aborder les choses. Il est plus éveillé? Tout à fait. Et il va comprendre ce qui se passe vraiment en l'air. Très souvent, ils font l'analogie avec le vol des oiseaux. Les enfants sont pas comme les adultes un peu inquiets en vol et je dirais un petit peu stressés. Donc, ils sont très ouverts, très, très réceptifs en fait aux sensations qu'ils ont en vol et très observateurs, beaucoup plus que les adultes. Donc, les enfants, on considère qu'à partir de 4 ans, ils sont capables de vivre cette expérience et d'en retirer quelque chose de très positif. Ce qui n'est pas le cas quand ils sont un peu plus jeunes et que souvent, quand ils sont plus jeunes, c'est plus pour faire plaisir aux parents. 4, 5 ans, c'est le bon âge et en général, ce sont des enfants qui comprennent beaucoup de choses après un premier vol. Et au niveau sportif, est-ce que ça te déclenche quelque chose, une envie peut-être de faire plus, une envie de faire énormément de sport? Peut-être que ça déclenche quelque chose de ce côté-là, à cet âge-là aussi? Alors le parapente a pour lui d'être une activité de pleine nature qui se passe donc dans un environnement particulier. Donc les enfants sont très sensibles au fait qu'on décolle sur les sommets des montagnes, qui sont en général des endroits beaux, sympas, où on a de la vue. Donc ça, ils sont sensibles à ça. Et en l'air, il y a un aspect encore plus grand qui est d'aborder vraiment un environnement qui en général est réservé vraiment aux oiseaux et c'est pas pour les humains. Et les enfants sont très conscients de la chance qu'on a d'accéder comme ça à cette dimension. Donc ça les attire et très souvent ça éveille chez eux l'envie après de voler, d'apprendre à voler, alors que ce soit en parapente ou avec d'autres machines, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est un déclencheur. Tout à l'heure, on parlait des vols libres. Alors, qu'est-ce que c'est que les vols libres? Alors, le vol libre, c'est tout simplement l'appellation générale qui englobe le deltaplane et le parapente. C'est une expression qui est découlée de source puisque à la création du delta en 70-75, vraiment les balbutiements, les adeptes étaient évidemment une catégorie de personnes un peu particulières. Il fallait oser quand même se lancer sous des appareils très rudimentaires comme ça en vol. Et c'était effectivement des personnes qui aspiraient à une très grande liberté. Donc pour eux, c'était une machine qui était accessible, qui était peu coûteuse et qui offrait un espace de liberté infini, d'où l'appellation vol libre, qui a perduré et qui correspond très très bien à l'activité actuelle delta et parapente, surtout qu'en France, on a une chance particulière d'avoir quand même un cadre réglementaire par rapport à ces activités qui est extrêmement libéral, et qui est très simple, qui n'exige pas grand-chose. On a quelques obligations, par exemple d'être assuré en responsabilité civile aérienne, d'avoir les autorisations des propriétaires, des endroits où on décolle, où on se pose, mais ça c'est à minima, c'est évidemment une obligation, mais il n'y a pas tellement d'autres choses de plus. Et finalement, j'imagine que c'est même des pratiques que l'on peut faire avec un peu d'expérience, avec un peu de temps. On peut même pratiquer ce sport de manière familiale, entre amis. Ça peut être même des sorties récurrentes, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. C'est très amusant parce que le parapente, effectivement, c'est une activité plutôt, je dirais, individuelle. On est seul sous sa voile. Mais pour autant, on aime bien pratiquer avec d'autres. C'est-à-dire avoir autour de soi d'autres pilotes avec qui on partage les décisions. Est-ce que c'est bon à voler? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Où on va aller? Et puis c'est vrai que c'est un sport qui est tellement riche au niveau émotionnel qu'on a vraiment envie de partager ces moments-là avec d'autres. Donc les copains, bien sûr, la famille, beaucoup de gens volent en couple, et souvent les enfants sont attirés par l'activité ensuite. Ils demandent à papa et maman de... Voilà. Donc, et c'est une activité qui continue à progresser, ce qui est quand même assez étonnant parce que il y a tellement de diversité et d'offres actuellement de sport de nature, mais c'est une activité qui attire beaucoup de monde. Au niveau de la réglementation, est-ce qu'il y a un âge minimum pour pouvoir voler tout seul? Alors l'âge minimum pour voler seul en France, c'est 12 ans. Ah, c'est quand même relativement jeune. C'est 12 ans, c'est très jeune. Alors, ce sont que certains centres, dont celui de Saint-André, qui ont donc une dérogation de la fédération pour commencer l'enseignement à des jeunes à partir de 12 ans. Pour ça, il faut quand même avoir, je dirais, un petit peu d'expérience en la matière. Et par exemple, ici à Saint-André, il y a même plus loin que ça, il y a un groupe d'entraînement spécial pour les jeunes qui est formé tous les ans depuis une dizaine d'années et qui forme comme ça une dizaine de jeunes tous les ans, entre 10 ans et 17 ans. C'est génial. Ah oui, c'est bien pour les jeunes. C'est clair.
Est-ce que l'on voit des nouvelles pratiques est-ce qu'il y a des pratiques qui voient le jour, mais vraiment des toutes nouvelles qui sont un peu différentes du deltaplane et du parapente à l'heure actuelle? Alors, je dirais dans la catégorie vol libre, le parapente a pour lui la possibilité, il amène en tout cas cette possibilité, c'est de voler avec des machines très différentes. On peut voler par exemple avec des voiles standards qui ont grosso modo 25 mètres carrés de surface. Ça, c'est la taille normale d'un parapente. Mais on peut aussi voler avec des biplaces qui font 40 mètres carrés, on vole donc à deux. Mais on peut aussi voler avec des toutes petites voiles, 20 mètres carrés. Ça devient très amusant, très ludique. On vole plus vite, mais ça demande une technique particulière. Et avec ça, on va pouvoir faire de l'acrobatie. La France est le pays leader au niveau mondial pour les voltigeurs en parapente. C'est les pilotes français qui régulièrement gagnent la Coupe du Monde de voltige. Et c'est vraiment une activité qui est très pratiquée en France. Et on peut descendre sur des voiles encore plus petites, 15 mètres carrés, 12 mètres carrés. Alors plus ça rétrécit... Plus c'est petit, plus ça vole vite. D'accord. Voilà. Donc là, par contre, on a besoin d'énormément d'expérience quand même. Tout à fait. Il faut déjà avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir voler avec ces petites voiles et souvent un environnement qui s'y prête. Par exemple, voler à ski. C'est le speed riding. Pratiquer donc on peut pas forcément faire des grands vols comme avec une plus large. C'est pas le but. C'est pas le but. Nous, ce qu'on cherche avec ces petites voiles, c'est à coller à la pente, à voler très vite. On peut voler entre 50 et 100 km/h. Ah oui, quand même. Et on sort dans les vallons, on passe au-dessus des obstacles, voilà, on saute les barres rocheuses. Voilà, c'est une autre activité. Et le parapente permet tout ça. Alors, il y a des records qui ont été établis ici. Est-ce que vous pouvez nous parler des plus gros records d'après vous qui ont été établis sur le site de Saint-André? Alors en triangle delta, il y a une époque où tous les grands vols se faisaient à Saint-André. C'était superbe. C'était des vols qui tournaient autour de 200 km. À l'époque, c'était déjà très important, delta. Actuellement, en parapente, les records battus au départ de Saint-André sont proches de 200 km en triangle, c'est-à-dire revenir le soir à la maison. Ouais, c'est énorme. Et près de 300 km en distance libre, c'est-à-dire la frontière suisse. Alors un vol en triangle, est-ce qu'on a besoin de vraiment revenir à son point de départ? Oui. Donc si on n'arrive pas à revenir à son point de départ, on n'a pas fait un vol en triangle. Tout à fait. Alors ça, c'est validé par les traces GPS, c'est très simple. Donc tous les pilotes volent avec une instrumentation assez basique, qui nous donne donc la vitesse verticale, c'est-à-dire le taux de montée. Ça, c'est pour se repérer dans les ascendances. Qui nous donne également les altitudes atteintes. Et bien sûr, au niveau GPS, tout simplement, l'endroit où on se trouve. Ça veut dire que, par exemple, il y a un pilote, il peut prévoir de partir de Saint-André, survoler Sisteron. Donc, il va savoir à quelle distance précisément il est encore de sa balise de Sisteron. Quand il survole Sisteron, il valide son point de virage. Donc, ça sera validé sur sa trace GPS, qui déchargera le soir, quand il sera de retour au bercail, sur un site fédéral qui permet de répertorier tous les vols qui sont faits tous les jours et qui permet ainsi d'établir un classement de distance français où beaucoup de pilotes participent. Plusieurs centaines de pilotes tous les ans. À l'heure actuelle, forcément, dans son équipement, on est obligé de compter cette balise GPS. Pour ceux qui veulent, comme ça, participer à des coupes de distance ou à des compétitions. Ouais. Alors après, par contre, si j'ai envie de voler juste pour le simple plaisir, j'ai pas besoin de ce GPS? Rien. D'accord. Une voile, un harnais, un casque. Et un parachute de secours, c'est mieux. Eh bien écoutez, c'est génial. Je vous remercie en tout cas. Et puis, on se dit à bientôt. Et bien moi aussi, merci. Et puis à très bientôt.